1925, un jeune homme de 23 ans s'évade de la maison d'arrêt de Lille. Les détenus y fabriquent des couronnes mortuaires en fil de fer. Avec ce fil de fer, il a réussi à fabriquer une clé, a pu pénétrer dans une chambre, soulever une lucarne, il s'est enfui par les toits. C'est la première évasion d'Armand Spillers, dit Passepartout. Repris, il est condamné à 10 ans de travaux forcés et envoyé au bagne de Cayenne. Il économise pendant 3 ans l'argent qu'il gagne afin de pouvoir se payer un bateau et prendre le large. Une première fois, il manque son coup, vit pendant 2 mois dans la forêt vierge. Il est retrouvé, puis condamné à être enfermé pendant 1 an dans une cellule. Une seconde fois, il tente de s'échapper, mais fait naufrage avec un canot qu'il a construit lui-même avec ses amis. Une troisième fois, naviguant sur un vrai bateau, un voilier, il réussit à gagner la haute mer en manœuvrant astucieusement. Il sème une chaloupe à moteur lancée à sa poursuite et débarque en Colombie. Voilà ce que je vous ai raconté hier. Mais Armand Spillers, dit Passepartout, n'a pas fini de nous étonner. Vous allez constater qu'il mérite vraiment d'être appelé le roi de l'évasion. Les dossiers extraordinaires. La Sainte-Thérèse, le voilier d'Armand Spillers, s'accoste à Puerto Estrella, le port de l'Étoile. Un joli nom et qui donne de l'espoir aux navigateurs, ces anciens bagnards qui viennent de retrouver la liberté. Puerto Estrella, pourtant, n'est qu'un village, des cabanes, où vivent quelques familles d'Indiens. Spillers se rend utile, bricole, répare des fusils, réussit même à remettre en marche un vieux phono qui appartient au chef du village. C'est la fête, on danse toute la nuit. C'était affreux et touchant, dira Spillers. Et encore, la terre est à qui la prend dans ces parages perdus. Se faire une petite case, chasser, pêcher et cultiver pour vivre sur un sol généreux, que fallait-il de mieux pour être heureux à qui sortait du bagne? Mais c'était pour rejoindre ce que j'aimais que je m'étais évadé. Alors je ne pouvais m'arrêter là. Et bien sûr, un homme aussi étonnant que Spillers ne s'arrête pas là. Il est de la trempe des aventuriers qui, depuis des siècles, dans ces régions à la fois bénies des dieux et territoires du diable, ont sillonné la mer des Antilles, les flibustiers, ces hommes de fortune. Ses camarades et lui embarquent à nouveau et longent la côte colombienne. Ils arrivent à Rio Hacha, une trop petite ville pour se refaire une santé, entendez, se procurer de l'argent. Ils poursuivent par la route jusqu'à Santa Marta, 10 000 habitants. De quoi inventer des choses. Les copains, eux, ne cherchent pas midi à 14 heures. On se trouve une fille, on vit avec elle, et on la met au travail. Très peu pour moi. Spillers préfère travailler dans les haciendas des environs. Il écrit à sa femme qui habite l'île. La poste fonctionne curieusement. Pas de facteur pour distribuer le courrier. On affiche les noms des personnes qui ont reçu des lettres et celles-ci doivent venir les retirer elles-mêmes, munies d'une pièce d'identité. Un peu ce qui se passe à la poste restante, si vous voulez. Spillers a donc écrit à sa famille en demandant qu'on lui envoie ses papiers et, si possible, un peu d'argent. Il précise bien, afin de pouvoir recevoir la réponse, qu'on la lui adresse sous le nom d'un ami espagnol, Arcadio Estrepo. Au bout d'1 mois, le nom d'Estrepo est affiché. Ça y est, la lettre est arrivée de France. Seulement, Estrepo est malade. Il ne peut pas venir la retirer lui-même. Alors Spillers court à l'hôpital afin de lui emprunter sa carte d'identité. Le seigneur Estrepo? Un moment. L'infirmière le fait attendre. Il insiste. Écoutez, je voudrais voir le médecin. Qu'Estrepo me prête sa carte, qu'on me donne un papier comme quoi il ne peut pas aller à la poste vu son état. Estrepo? Estrepo. Il est mort. Impossible d'avoir la lettre. Et la malchance continue. Spillers s'est pris dans une rafle. Vos papiers? Évidemment, il n'en a pas. Il a beau expliquer que ses papiers sont à la poste dans une lettre. On le conduit en prison pour 2 ans.
encore une fois en prison. Bien sûr, vous l'avez deviné, Passepartout ne va pas y rester longtemps, mais c'est la seule de toutes ces évasions qui va se passer sans suspense, sans exploit physique, sans même avoir besoin de courage. Un peu d'invention seulement. Il y a un moyen de sortir de la prison, en passant par la maison du chef de la police qui donne sur la rue. Alors Spillers entre dans la maison et se trouve nez à nez avec ce fonctionnaire de l'État. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'évade. Comment? Mais vous ne manquez pas de culot. Tenez, voilà $50 pour mes 2 ans. Si vous permettez, je vais en ajouter, voyons, il compte ses billets, 20 pour mon évasion, d'accord? Et puis, les 10 qui me restent, ce sera la prime de l'arrestation de l'évadé. Le chef de la police empoche les dollars, le compte est exact. Même arrondi par un petit cadeau, ce sont les chiffres prévus dans la loi. La caution qui remplace l'emprisonnement, la prime pour la reprise d'un évadé. Non seulement Spillers est libre, mais il est en règle. Enfin, pas tout à fait, car il n'a toujours pas ses papiers. Il faut absolument arriver à retirer de la poste la lettre de sa femme. Il se souvient de ses copains qui se sont mis en ménage avec des prostituées. Dans ce milieu, le milieu, il y a toujours des accommodements avec le ciel. Et puis, là, rien à dire, c'est pour la bonne cause. Dis donc, tu connaîtrais pas une fille qui aurait une carte que je pourrais laver? Laver, dans la langue d'un bagnard, c'est remplacer un nom par un autre. Faut voir. En attendant, Spillers se fait faire des photos d'identité. Tiens, je t'ai trouvé un certificat de bonne vie et mœurs, ça irait? Combien? C'est un cadeau. La fille n'en a plus besoin. Rigole pas. Il est visé par la police, il y a le tampon, les timbres, tout. Alors on lave le nom de la demoiselle, on écrit à la place Arcadio Estrepo, on colle la photo de Spillers, et la poste remet la lettre avec les vrais papiers et un billet tout neuf de 1000 francs. Ça vaut bien un petit gueuleton avec les filles. Oui, mais on bouffera pas des œufs de tortue et on boira pas d'eau. Hein. C'était bon pour le temps où l'on vivait dans la forêt. Maintenant, c'est la belle vie. Un mois seulement. Car il se passe quelque chose que je ne peux pas vous raconter, quelque chose que personne ne saura jamais. Quand Armand Spillers publiera ses mémoires, il écrira « Je n'ai pas le droit de tout dire ». Que lui est-il arrivé? Cet homme franc, courageux, n'a rien caché de ses faiblesses, de ses erreurs, sauf cet événement inconnu. Pour ma part, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un événement très grave, un crime par exemple, ou même d'un incident au cours duquel Spillers se serait mal conduit, d'une trahison, d'une affaire ignoble. Non, ce n'est pas dans son caractère. Je suppose, et ce n'est qu'une supposition, qu'il a été mêlé à une aventure avec d'autres personnes. Ce sont les autres personnes qu'il veut couvrir, peut-être parce qu'elles l'ont aidé et qu'il respecte leur secret, un secret qui ne lui appartient pas. En tout cas, une nouvelle fois, il est en prison. En Amérique du Sud, les petites prisons sont mal gardées. Dans celle-là, il n'y avait qu'un seul gardien et les barreaux des cellules étaient en bois. Passepartout, qui avait pu par miracle garder un couteau de poche, a eu vite fait de tailler les barreaux et de s'enfuir. Mais il est repris et envoyé dans une forteresse militaire. Ah, ce n'est plus du tout, mais alors, plus du tout facile de s'échapper. Il faut encore patiemment, sérieusement, concevoir un plan d'évasion et dans des conditions atroces. En Colombie, à l'époque, un évadé n'est pas puni comme chez nous par 90 jours de cachot. On lui inflige, la nuit, 4 fois dans la nuit, une douche glacée pendant une demi-heure. Les détenus couchent dans un dortoir. La vie en commun est un obstacle quasi insurmontable pour celui qui prépare une fugue. Passepartout se querelle avec les autres prisonniers. On l'isole. C'est un point de gagné. Il peut, sans que personne ne le sache, commencer de creuser un tunnel. Oui, c'est un vieux système que nous avons vu 100 fois au cinéma. La terre creusée, eh bien, on s'en débarrasse petit à petit pendant la promenade. Cela demande des jours et des jours, des mois et des mois. Enfin, le tunnel est terminé. C'est alors que l'astuce de Spillers va jouer. Il n'utilise pas son tunnel. Il attend. Attend. Attend quoi donc? Eh bien, une de ces pluies diluviennes qui, tôt ou tard, dans ces pays chauds, va tout noyer, tout diluer, tout cacher,
à commencer par lui, quand en rampant, il sortira de son tunnel. Enfin, c'est le déluge attendu. La sentinelle s'est mise à l'abri, Passepartout est dehors. Il lui reste à franchir le mur d'enceinte. Il s'est fabriqué avec le crin de son matelas une corde tressée, avec la tige de fer qui lui a servi d'outil pour creuser un crochet. Il lance la corde attachée au crochet pour agripper le sommet du mur, 1 fois, 2 fois, 10 fois, sans succès. Heureusement, la pluie tombe toujours à plein seau. Il s'entête, cela devient un jeu. Il gagne. Il franchit le mur et, de l'autre côté, tombe à l'eau dans un torrent. L'alarme a été donnée, des projecteurs balaient le paysage alentour, Passepartout est repéré, on lui tire dessus. Il se laisse emporter par le courant, un courant très violent. Il reprend pied plus loin, se sauve à travers la forêt, marche toute la nuit. Le lendemain matin, il se retrouve où ça? Devant la prison. Il a tourné en rond. Il dira, ma première idée fut de me laisser tomber là, de dormir en m'abandonnant à mon sort, ou de me jeter à nouveau dans le torrent et de me laisser couler, ce qui était une manière aussi de m'évader. Il s'abandonne en effet un moment, reprend des forces et repart, entre dans une hacienda, se nourrit et s'habille de vêtements propres. Il peut réapparaître au grand jour. La Colombie, ça suffisait comme ça, même à un roi de l'évasion. Spillers décide d'émigrer au Pérou. Le Pérou. Un pays dont le nom seul fait encore rêver. Quand on dit le Pérou, ça veut dire le bout du monde, ça veut dire aussi et surtout, même si ce n'est pas vrai, un monde différent, un monde où l'on peut faire fortune. Dites donc, les églises sont en or là-bas. Oui, vraiment en or. Ben tu parles, il y a de l'or partout, on marche dessus. Armand Spillers devient chercheur d'or. Et quand je vous dis que l'histoire de cet homme est extraordinaire, il en trouve quelques grammes. Il continue. 30 grammes. Il continue. 100 grammes. 1 kilo. Il a de quoi maintenant se payer un billet pour rentrer en France. Oh, pas une cabine de luxe, mais une place sur un cargo, sur le pont. Il continue. Il possède des kilos d'or. Et 3 mois plus tard, il ouvre la porte de sa cuisine dans sa maison, à Lille. Sa mère s'évanouit. Il embrasse sa femme en pleurant, sa petite fille Simone ne le reconnaît pas. Qui est-ce? C'est papa, mon papa. Armand Spillers a tenu son serment quand, 9 ans auparavant, il a quitté la terre de France sur le bateau qui le conduisait au bagne. Il est revenu libre, vivre au milieu de sa famille. Demeurer à Lille, néanmoins, ce n'est pas très prudent. On risque de le retrouver, de l'arrêter. Sa femme s'inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Tu me fais peur. Mais non. Une idée, tout ce qu'il y a de plus honnête. On va aller à Paris. C'est grand, Paris, avant qu'on m'y retrouve. Évidemment, mais attends. On va aller sur les bords de la Marne. Il y a de jolis coins par là. On va s'acheter une bicoque, un petit bistrot. Il faut aller chez le notaire pour acheter, montrer ses papiers. Et alors? On l'achètera au nom d'un copain. Ni vu ni connu. Le petit bistrot s'appelle Au Rendez-vous des Pêcheurs, 5 rue de Neuilly à Noisy-le-Grand. C'est le bonheur. Spillers, c'est un chien. Il le promène tous les soirs. En même temps, il achète le journal. Et ce jour-là, le 16 novembre 1935, un livre d'images pour Simone, sa petite fille. C'est la vie rangée, la vie de la clientèle du Rendez-vous des Pêcheurs, les employés du service des eaux de Neuilly-sur-Marne. Il vit simplement comme eux. Lui, l'aventurier, une vie de famille. Il n'oubliera jamais cette date du 16 novembre 1935. En sortant de chez le marchand de journaux, il traverse la rue en tenant son chien en laisse. Survient brusquement un cycliste qui passe entre l'animal et lui. La bicyclette se prend dans la laisse. Le cycliste fait la culbute. Altercation, bagarre. On n'insulte pas Armand Spillers sans risquer de recevoir son poing dans la figure. Par malchance, un agent passe par là. Il faut aller s'expliquer au poste. Vos papiers, profession, domicile? D'abord, le nom de Spillers ne retient pas l'attention du commissaire. Le cycliste insiste. Il est mauvais coucheur, son vélo est cassé. Il veut porter plainte. Alors on va plus loin. Le lendemain,
Armand Spillers n'est plus le brave homme, le patron du rendez-vous des pêcheurs qui servait l'apéro sur le Zag aux habitués. Il est redevenu le matricule 49307, un bagnard évadé, arrêté, emprisonné à la Santé. La prison de la Santé à Paris est une des mieux organisées de France. Il est impossible d'en sortir. Peut-être, se dit Passepartout. Observons ce qui s'y passe. Toutes les entreprises humaines ont leur point faible. Et si justement ce point faible, c'était cette organisation modèle? C'est la remarque d'un philosophe. Décidément, Spillers est un homme très étonnant. Pendant 2 mois, il se livre à un pointage. Il apprend par cœur les horaires des services de garde et de ronde. Il y en a 18 pendant la nuit, et à des heures différentes qui se recoupent et changent, selon un plan. Oui, tout cela est organisé de main de maître. Heureusement, Spillers a de la mémoire. Il connaît maintenant une chose capitale, les rares moments où il ne sera pas surveillé ni dans sa cellule, ni en dehors, s'il parvient à en sortir. Comment sait-il l'heure? L'heure exacte? Oh ben tout bêtement. Il y a une horloge majestueuse qui sonne tous les quarts d'heure. Seconde observation. Par où s'échapper? En supposant d'abord le problème résolu, comme dans un problème de maths, en raisonnant à l'envers. Passepartout imagine qu'il est dans la rue, boulevard Arago, libre. Comment y est-il parvenu? En passant par les égouts? Ils sont fermés par des grilles qu'il faudrait scier, selon l'emploi du temps précédemment étudié, en 1 demi-heure. Impossible. En franchissant le mur d'enceinte? 10 mètres de haut. En 1 quart d'heure, cette fois. Difficile mais réalisable, à condition d'être aidé par un complice présent à l'heure exacte sur le boulevard Arago. Idée à retenir. Comment arriver au pied du mur d'enceinte, côté prison? En trouvant une cachette dans un coin non éclairé pour s'y blottir pendant le passage de la ronde. À rechercher, car cette cachette ne peut se trouver au niveau du sol. Tous les passages sont éclairés. Comment gagner cette cachette en supposant qu'elle existe? Toujours à l'heure militaire indiquée par l'horloge de nuit entre 2 rondes en sortant de la cellule. Comment? En sciant les barreaux, 20 minutes par jour pendant que le gardien-chef distribue les tours de garde. Et cela, 3 jours de suite. Conclusion, primo se procurait une scie à métaux, secondo fixait un rendez-vous précis à un complice sur le boulevard Arago. Ces 2 derniers points essentiels sont résolus. Je ne vous dirai pas de quelle manière Armand Spillers n'a jamais donné les noms de ceux qui l'ont aidé. Je suppose qu'il a dû obtenir pour communiquer avec l'extérieur des complicités à l'intérieur de la prison. Supposition raisonnable. Passepartout, donc, possède maintenant une scie à métaux. Le rendez-vous est fixé le 19 mars 1936 à minuit moins 5. 3 jours avant, entre 20h et 20h30, il commence à scier les barreaux de sa cellule, 35 mm de diamètre. Le lendemain matin, fouille. Le gardien examine tout, le lit, la paillasse, les vêtements, la chaise, l'étagère. Il oublie de regarder les barreaux. Et la scie? Où était-elle? Dans une fente du guichet de la porte, le guichet par lequel on donne sa gamelle au prisonnier. Le gardien, après son inspection minutieuse, en refermant la porte, redonnait en quelque sorte à Passepartout sa scie à métaux. Le 19 mars, le grand jour, c'était le jeudi de la mi-carême. Le contre-maître civil qui dirige le travail des détenus apporte dans l'après-midi à Spillers des rouleaux de fil de fer avec lesquels celui-ci doit confectionner des paniers à salade. Tenez, voilà votre matériel. Je repasserai tout à l'heure. Vous êtes de service, je ne savais pas. Ah oui, je suis déguisé en travailleur. Les autres ont congé pour le carnaval. Ah, moi, je me déguiserais bien en petit oiseau pour passer par là.
Passepartout montrait la fenêtre. En évader alors? Pourquoi pas? Vous me donnez une idée de déguisement pour ce soir? Il y a une fête à la maison. En plaisantant ainsi, Passepartout a réussi à se procurer beaucoup plus de fil de fer qu'il en avait besoin pour fabriquer un panier. Il s'en sert d'abord pour confectionner une sorte de mannequin qui prendra sa place dans son lit. À 21h, un barreau entièrement scié, il sort de sa cellule. Il remet le barreau en place, il court jusqu'au chemin de ronde. Avec le reste du fil de fer, il a fait un étrier qu'il accroche au grillage d'une fenêtre. Il se hisse jusqu'à elle, se blottit dans l'encoignure et laisse passer les rondes. À minuit moins 10, il quitte sa cachette. Les intervalles de temps, minutieusement étudiés et fixés pour échapper à la surveillance, sont respectés. Minuit moins 5. Une lampe éclaire le plus haut marronnier du boulevard Arago. C'est le signal convenu. Passepartout se rend au pied du mur d'enceinte. Une corde est lancée par-dessus le mur. Il grimpe à la corde, se couche au sommet du mur, attend en conservant la corde. 2 rondes doivent passer presque en même temps, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Voici celle de l'intérieur. Puis, la patrouille qui passe à l'heure prévue sur le boulevard. C'est le moment le plus inquiétant. Va-t-on le voir là-haut? Les chiens policiers tenus en laisse par les agents vont-ils le flairer? Non. Passepartout n'a plus qu'à descendre du côté de la liberté. Il est en chemise et en caleçon, car les gardiens ne laissent plus leurs vêtements aux prisonniers pendant la nuit. Il se précipite dans une vespasienne, où un pantalon, un veston et des chaussures ont été déposés. Il s'habille. Pas assez vite. Aurait-il mal calculé son temps? Arrive un agent cycliste qui pose son vélo contre le trottoir et entre dans la vespasienne. Passepartout en sort le plus tranquillement du monde et, toujours sans se presser, s'en va cette fois vers la liberté. Oh, les aventures du roi de l'évasion ne sont pas terminées. Et pourtant, je ne vous en dirai pas davantage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je préfère rester avec vous sur le souvenir de cette dernière évasion vraiment extraordinaire, réalisée par un homme qui, mieux servi par la société, aurait pu être un grand homme. En cette année 1936, il est encore très jeune, il a 34 ans. En 57, il publiera ses mémoires. Entre-temps, il aura été mêlé à un crime, condamné à mort, gracié par le président de la République, sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité, enfin, en raison de sa bonne conduite, libéré. Laissons-le conclure lui-même. Par l'impossibilité où j'étais de vivre et de travailler au grand jour, rejeté par la société vers laquelle je tendais sincèrement des bras qui voulaient être honnêtes, j'ai été refoulé malgré moi vers ce que je voulais fuir. Les dossiers extraordinaires.